What's up tout le monde? Ici Mathieu, VP académique du Démarque. Sébastien, VP partenaire. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode du Day to Day, Le podcast du Démarque présenté par Grow Energy. où on jase de parcours inspirant et de marketing. Bonne écoute. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à Simon Philibert et Béatrice Moisan-Montigny du groupe Embargo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le podcast pour Embargo. En fait, on va faire un overview de vous autres dans votre industrie, parler de votre branding, comment vos opérations ils se font gérer, vos projets à venir. Puis, en tant que tel, c'est quoi Embargo dans la vie? On est capable de faire ça en 1 heure. Ah, certainement. C'est ça qui va être difficile, mais on va choisir les meilleurs sujets pour ça. Ben oui. Exact. Fait que je me lance tout de suite. Simon, tu veux-tu nous parler de ton parcours personnel et professionnel? Ouais. Comment tu es devenu le Simon Philibert que le monde connaisse? Ouais, puis souvent, les gens me disent t'as quel âge, coudonc, pour avoir... J'ai 31 ans, là, fait que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté FSAU Laval. Mais moi, j'ai commencé entrepreneur depuis que je m'en souviens. Là. Moi, je faisais des spectacles dans mon sous-sol à la maison quand j'avais 4-5 ans, que les gens venaient souper. Moi, ça a commencé comme ça. Même au primaire, j'ai produit un premier spectacle parce que notre prof de comédie musicale était en congé de maternité. Puis on s'est dit entre amis, on peut pas ne pas faire de spectacle cette année. Mais officiellement, l'entreprise, ça a commencé au secondaire. Quand moi, j'étais technicien bénévole à l'école, à l'amphithéâtre. Là, on faisait du son, de l'éclairage. Puis un jour, il y a une madame qui est venue me voir et elle a dit « Est-ce que vous faites ça aussi à l'extérieur de l'école? » Moi, j'ai répondu « certainement. » Puis c'était pas vrai du tout. Puis elle a dit « Parfait, vous allez faire notre prochain party. C'est 2000 personnes. Fait que moi, j'avais loué de l'équipement. J'ai commencé. Puis 2000 personnes, moi, je suis originaire de Bécomo. Bécomo, là. 2000 personnes sur 20 000 de population, c'est 10 de la population qui était là à cet événement-là. C'est un gros début. C'était un gros début. Puis à partir de ce moment-là, bouche à oreille a fait en sorte qu'on n'a jamais arrêté d'en faire. Puis c'est comme ça que l'entreprise a commencé. On était au début principalement disco mobile, DJ, animateur dans des parties de bureau, dans des mariages. Puis quand j'étais au cégep, on a vraiment pris une autre tangente où là, on est vraiment devenu davantage organisateur, producteur d'événements, puis de la technique événementielle, donc sonorisation, éclairage aussi. Puis après ça, Université Laval, moi en administration. Puis ça a vraiment, c'est là aussi qu'il y a eu un développement provincial, je dirais presque dans l'est du Canada, là, entre Moncton et Ottawa, des activités. Puis c'est aussi après ça, autour de 2016-2017, que j'ai commencé à être animateur à la télé aussi. Donc maintenant, je travaille pour le groupe TVA comme animateur télé, parallèlement en étant président du groupe Embargo. Donc rapidement, grosso modo, là, ça ressemble à ça, mon parcours. Puis ça m'amène tout de suite à une question, là, Simon. Tu sais, tu as toujours eu la piqûre, justement, la fibre entrepreneuriale, mais tu es quand même allé à l'université. Ouais. Est-ce que ça a toujours été dans tes plans de te lancer à temps plein dans Embargo? Est-ce que ça a toujours été derrière ta tête ou tu t'es traché un chemin à travers le temps? Zéro. Parce que moi, je fais ça parce que j'aime ça. Puis on le dit souvent en équipe, ça fait partie de notre mission puis nos valeurs. Là. On travaille pas, on s'amuse. Là. Moi, j'ai la chance de ne pas travailler, de m'amuser. Puis même quand j'ai acheté mes premiers équipements techniques, là, moi, je me souviens, j'étais dans le camion avec mon père, on sortait du magasin, j'avais 13-14 ans. Là. Puis mon père m'a demandé, là, t'es sûr là, que tu veux faire ça comme job étudiant, DJ animateur? Je dis, oh, oui, ça va être le fun. Mais tu sais, je pensais jamais que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui. Puis jusqu'à la fin de mes études, j'ai toujours fait ça parce que les contrats arrivaient, parce que les gens m'appelaient. Puis là, à un certain moment, ça commençait à prendre de l'ampleur. Des premiers employés qui sont arrivés dernièrement, là, après, autour de 2017, les premiers employés, 2018. Fait que ça a pris quand même du temps avant d'arriver là. Puis là, je me suis dit, OK, c'est vrai que ça pourrait être comme... Ça fait du sens. Ça fait du sens dans mon cheminement de carrière, tu sais. Fait que c'est vraiment là où est-ce que j'ai mis davantage de pression. Puis, dernièrement, il y a vraiment une croissance importante de la compagnie. Là, on est vraiment ailleurs. Puis beaucoup plus structuré. Au début, je le faisais parce que c'était pour moi, personnellement. Là, maintenant, on est une quinzaine d'employés. Je regarde Béa, je leur dire, mon Dieu, c'est vraiment ça? Oui, à peu près 15 employés. Fait que on est 15 employés, donc il y a une responsabilité aussi qui vient avec ça. Il y a 15 familles qui s'attendent à ce qu'à la fin de la semaine, ils reçoivent une paye. Fait que, il faut être là, il faut développer des projets pour eux, puis il faut continuer à croître. On ne peut pas rester comme ça, il faut continuer à avancer. Puis ça, ça se fait en équipe, mais c'est là qu'on est aujourd'hui. Très hâte. On va revenir sur la croissance et les projets, c'est certain. Ouais. Béa, je te lance. Veux-tu nous parler de ta carrière professionnelle et aussi de ton parcours personnel? Comment tu es devenue la Béa de Embargo? Oui, bien moi, c'est drôle parce que Simon, je le connais depuis que je suis du haut de mes 6 ans. Fait que moi, mes parents
organisait les spectacles de la troupe Showbiz qu'on appelle, là, qui était une troupe vraiment connue, qui faisait des spectacles à chaque été à Bécomo, dont Simon faisait partie comme chanteur. Fait que c'était moi, mes parents, ils s'occupaient toute de l'organisation. Moi, j'allais à chaque soir de l'été. C'est la sœur à Simon qui me gardait. Fait que j'ai tout le temps baigné un peu dans le milieu. Puis là, au Béa, fil- elle dormait dans un Ouais. salon à côté pendant le show. OK. Pendant que la musique Ah oui. jouait, Béa dormait comme ça pendant le spectacle. C'est ça. Fait que j'ai tout le temps été un peu dans le domaine. Ça m'a toujours passionnée. Puis là, au fil du temps, m'a toujours impliquée. Cégep, je m'en vais en administration. Puis là, je décide de me lancer à l'université en administration. Puis là, arrive la recherche de stage. Puis moi, au début, je regardais un peu comme tout le monde, là, dans le domaine financier et tout. Puis là, je savais que les Jeux du commerce 2022, justement, s'en venaient à Québec. Donc, j'ai dit, je sais que Simon est impliqué, je vais y écrire, voir s'il y aurait besoin d'aide pendant la fin de semaine pour un coup de main. Tu sais, moi, j'avais pas pu participer aux auditions pour participer comme déléguée pour la délégation de l'Université Laval. Fait que je me suis dit, je vais voir l'événement d'une autre manière. Puis là, ça s'est concrétisé. J'ai été là pendant la fin de semaine. En plus, c'était en virtuel. Puis par la suite, ben, Julien, qui est le DG de Embargo Événements, m'a fait une offre de stage. Puis c'est là que je suis rentrée comme coordonnatrice, plus marketing événements. Puis j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la logistique, organisation. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. J'ai fait tous mes stages universitaires pour Embargo. J'ai continué à travailler là pendant mes études. Puis à la fin de mon bac, au printemps dernier, ils m'ont fait une offre pour commencer à temps plein. Puis c'est sûr que j'ai accepté parce que je suis une passionnée. Puis c'est vraiment là que... Tu sais, j'ai jamais nécessairement voulu travailler en événementiel. Ça a toujours été une passion, mais là, d'y faire carrière, c'est comme Simon dit, on s'amuse. Tu sais, c'est vraiment plaisant de travailler là-bas au quotidien. Puis de base, ton bac, que tu l'avais, c'était en quoi que tu t'avais... Ma mère dirait que c'est un bac en compétition, mais... C'est un peu vrai. Classiquement, Ouais. du CCFS. Mais plus spécifiquement, marketing et sur mesure. Tu sais, j'ai pris des cours en développement durable, des cours pour les compétitions, bien évidemment, puis en RH. Fait que j'ai comme fait un bac un peu sur mesure parce que je trouve que c'est ça qui me colle le mieux. Puis, tu sais, en événementiel, oui, je touche beaucoup au marketing, puis on en parlera, là, c'est plus mon rôle de m'occuper du rayonnement du groupe Embargo, mais je suis aussi impliquée dans tout ce qui est gestion de projet, recherche de commanditaires, fait que ça touche aussi à d'autres branches, la vente. Fait que c'est pour ça que je suis allée chercher d'autres cordes à mon arc, puis je me suis pas spécialisée juste en une chose. C'est fou parce que l'événementiel, c'est comme un volet de l'administration, je trouve, qui s'intègre à l'administration puis qui touche à plein d'autres choses. Par contre, je pense qu'il y a de quoi à faire, justement, dans les universités, à avoir un programme peut-être plus bâti là-dessus ou à avoir des cours plus axés, là, parce qu'il y aurait de quoi à faire là-dedans. Exact. Honnêtement, là, comme... Puis, tu sais, on a la chance. Tu sais, on a tous appris chez nous là, notre domaine, notre métier sur le tas. Là, tu sais, comme tu dis, moi, j'ai commencé là-dedans au secondaire. Là, tu sais, on a appris à travailler là-dedans. Puis ce qui est drôle, c'est que Julien, qui est notre directeur général d'Embargo Événements aujourd'hui, on travaillait ensemble au secondaire, en secondaire 1. Là. Tu sais, dans le sens où on s'est suivis, on a fait des événements par la suite. Nos chemins professionnels se sont séparés. Puis, à un moment donné, pendant la pandémie, le téléphone a sonné. Il dit « Je serais dû pour un nouveau défi professionnel. » Puis, il est devenu le poste où ce qu'il est aujourd'hui comme directeur général. Puis, moi, ce que j'aime le plus, parce que ça touche à plein de volets de la logistique, de la finance, de la gestion des ressources humaines, tout ça dans la même affaire, c'est du marketing aussi, tout ça dans la même affaire. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire de prendre tous les morceaux de puzzle que tu construis séparément avec des équipes séparées. En événementiel, oui, beaucoup en spectacle. Tu sais, mettons, quand on produit un spectacle, les musiciens pratiquent séparés, les chanteurs mané joignent à eux, le décor, ça ressemble à quoi? L'éclairage, la vidéo, le marketing, la vente de billets. Puis à la fin, tu es assis à la première de show dans la salle est pleine, le spectacle roule, tu dis « Hey, c'est hot en torpino. » C'est là que tu vois toutes les éléments. Assembler le puzzle ensemble, c'est vraiment spectaculaire. 100%. Ouais. 100%. Tu sais, d'en parler, il y a tellement de choses qui se passent aussi dans l'envers du décor. Tu sais, moi, quand je suis rentrée, là, je ne m'attendais pas à gérer de l'allocation de bacs de poubelle, des coroplaces, c'est quoi l'affichage sur un site de festival. Les gens, ils entrent par où, ils sortent par où. Tu sais, il faut tout que tu penses à ça. Puis c'est toutes des choses que, comme Simon dit, on apprend sur le tas, mais c'est ça qui fait qu'on gagne de l'expérience aussi, en plus de notre cheminement plus scolaire, peu importe c'est quoi. C'est aussi niaiseux qu'un festival, la question qui arrive tout le temps à la dernière minute puis que tu te fais tout le temps pogner, c'est « Hey, ça va prendre des fonds de caisse au bar puis à l'entrée, à la billetterie. Ça prend combien d'argent? » Mais tu sais, ça va jusqu'à tous les détails. Là, les gens à l'accueil scannent avec quoi? Leur téléphone? OK, ils ont l'application. C'est ça. Les artistes arrivent comment? En avion? On va les chercher. Ouais. Ils vont arriver à quelle heure? Ils ont su déjeuner, pas déjeuner? Tu sais, c'est tout des... Mais puis c'est ce qui fait aussi notre force, c'est qu'on travaille bien dans ces petits départements-là. Puis moi, tu sais, ce qu'on est le plus fier, c'est quand
que des artistes qui repartent d'un événement ou d'un festival, puis qu'une agence, mettons, de booking de Toronto nous envoie un courriel en disant « Hey, by the way, l'artiste a adoré travailler avec vous autres. » Bien ça, on a bien fait notre job. Le client est content, fine. Mais moi, si en plus, les parties prenantes sont contentes puis nous écrivent et disent « Hey, c'est le fun en torieux de travailler avec vous autres. » Bien, ça, c'est vrai. 100 Puis là, on a parlé un peu d'embargo, mais en tant que tel, là, si vous aviez comme un pitch à faire, c'est quoi embargo en tant que tel? Surtout en plus que je pense que notre auditoire, peut-être qu'ils vous ont vu passer à travers les jeux du commerce, ceux-là qui suivent vraiment le démarque, le So You Think. Mais honnêtement, c'est quoi le embargo? Bon, Embargo, là, en gros, c'est une entreprise de production et de gestion événementielle, mais aussi de spectacle. Fait qu'on a 3 branches qui existent de façon distincte, mais qui fait un tout, en fait, qui nous permet d'offrir une offre intégrée à nos clients selon leurs besoins. On a la branche événement, comme Simon l'a dit, que c'est plus gestion de projet, charge de projet, équipement, technique, audiovisuel. Pour donner un exemple, mettons, d'événement, les jeux du commerce, c'est un bel exemple. Les jeux du commerce, on travaille à la salle va avoir l'air de quoi, les plans 3D de tout ça, la location des salles, la technique, ça va être quoi, le son, l'éclairage. Mais on travaille aussi avec le comité organisateur sur l'hôtel, la location du centre de congrès. Fait que ça aussi, c'est le genre de service qu'on offre par événement. Exact. Puis ensuite, il y a la branche spectacle qui, le dit par le nom, c'est surtout de l'organisation spectacle, mais aussi du booking de programmation. Donc, exemple, un festival, nous, on peut s'occuper de tout ce qui est la programmation d'artistes, mais on produit aussi nos propres spectacles, nos propres concepts. On a fait un concept là, qui s'appelle « C'est quoi ta toune » à Bécomo, que c'était un spectacle interactif que les gens votaient en direct sur les medleys. Donc, exemple, ils ont le choix entre rock ou country, puis là, c'est une plateforme de vote en ligne. Puis là, on voyait en direct que c'était 47 rock, puis bref, la majorité country, par exemple. Fait que là, les chanteurs faisaient le medley country. Fait que ça, c'est des exemples. Puis finalement, on a la branche média qui, pour l'instant, c'est surtout service d'animation de Simon, mais qui, dans le futur, sera à développer. C'est comme la branche qui va être... C'est ça, à faire. Pour l'instant, c'est moi qui anime des événements ou qui travaille à la télé, mais éventuellement, on aimerait développer nos projets là-dedans. Ouais. Pour l'instant, notre développement passe presque uniquement par la branche événements puis spectacle parce qu'on a du travail à faire pour atteindre nos objectifs. Mais éventuellement, ce sera la branche à développer. Mais ça reste complémentaire, là, toutes ces branches-là. C'est ça. Les équipes que vous déployez, ça doit être un peu les mêmes. Peut-être qu'ils ont des personnes qui ont différentes forces, là, au final. Notre force, c'est la synergie entre ces branches-là. On a un exemple, mettons, parce qu'on parle des Jeux du commerce. Jeux du commerce 2022. On reçoit un appel le 23 décembre que COVID oblige. Les jeux ne sont plus en présentiel, tombent en virtuel. On est le 23 décembre, première semaine de janvier, c'est les jeux. On s'est rassemblés en équipe, on a dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients parce que c'est pas vrai qu'on ne fera pas de jeux. Fait qu'on a présenté un projet qui, pour nous, là, rassemblait vraiment les 3 branches, c'est-à-dire un plateau télé dans lequel j'animais une émission du matin au soir avec tous les événements des jeux habituels. Donc, c'est la branche média qui faisait un peu cette partie-là. Ouais. Toute la technique, le studio, la vidéo, là, ça, c'est la branche événement, la technique physique qui faisait ça. Puis pour agrémenter tout ça, il y avait un show live à tous les soirs avec les musiciens, les artistes qu'on avait. Fait que ça, c'est le genre de projet où est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on fait. À partir de quelle plateforme ça s'est fait, ça? Ça s'est fait directement en ligne. Les gens, par le site des jeux, se connectaient. Ça. C'est une espèce de Jeux olympiques des jeux du commerce. Là. Ouais. C'est vraiment... C'est un des projets où même encore aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Puis le rendu visuel de ce que ça donnait, j'ai des partenaires des jeux qui m'en parlent encore. C'est vraiment sharp. Puis parlant de pandémie, c'est quoi les impacts que ça a eu sur la croissance de Embargo? C'était majeur. La pandémie, on va se le dire. À l'époque, on était 3 employés. Moi, je travaillais à TVA à Rivière-du-Loup à l'époque sur Salut Bonjour. Pandémie arrive, mon poste est coupé à Salut Bonjour. Fait que moi, je perds ma job de télé. Là, au lieu de retourner dans mon loft à Montréal, je dis je vais retourner chez mes parents. Ça durait 3 semaines initialement. Fait que je vais retourner chez mes parents à Bécomo pour ces petites 3 semaines-là. Puis en l'espace de 2 semaines, on a perdu 1 million de chiffre d'affaires de mandats qui se sont annulés un après l'autre. Au début, c'était un peu... Premier mandat, tu dis ça frappe fort. Ça frappe fort. Deuxième, troisième, quatrième, là, tu dis la merde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que ça a tout annulé, tout ce qu'on avait. Puis ça a duré 2 semaines là, où est-ce que... on gérait ces annulations-là. Puis à un moment donné, là, moi, je me suis levé, je me souviens encore, j'ai rêvé à un projet web. On dit, on pourrait faire quelque chose, une émission en ligne. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit avec ça. J'ai écrit ça sur mon cell à côté, sur ma table de nuit. Je me suis recouché. Puis le matin, j'ai appelé ma gang, puis j'ai dit, il faut faire quelque chose avec ça. Fait qu'on a créé une émission web qui s'appelait
comment ça va. On prenait des nouvelles des organismes, tout ça, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Une émission web, 4 jours par semaine, 25-30 minutes par émission par jour. Je tournais ça dans mon garage à Bécomo. J'envoyais les fichiers avec mon cellulaire à Marco, mon directeur technique à Montréal. Lui, il assemblait l'émission. Puis nos artistes ont commencé à faire de chez eux chacun des numbers musicaux qu'on insérait dans l'émission. Mais tu sais, on dit créer notre job, mais c'était bénévolement. Là, dans le sens où on n'est pas payé faire ça. Mais au moins, on s'occupait. Mais on a appris à comment qu'on pouvait travailler tout à distance, à créer des trucs cool en ligne. Mhm. Et là, il y a certains de nos clients qui ont vu ça puis qui ont dit, ben, Marnouche, ça nous prend ça pour remplacer notre événement reconnaissance, pour remplacer notre party de Noël. Fait que là, on s'est mis à vendre ce concept-là en ligne. Puis il y a eu plein d'opportunités qu'on a dit, OK, il faut développer nos projets. On a développé un ciné-parc avec des shows extérieurs à Bécomo. On a fait un show de Saint-Jean diffusé à télé régionale plus en ligne. On a eu 35 000 personnes qui ont écouté ça à Saint-Jean 2020. Bien, au final, là, on a créé nos propres mandats. Ça a fait de la visibilité, du rayonnement. Les gens nous ont appelés pour avoir ces services-là. Puis on a fait plus d'argent pendant la pandémie qu'avant la pandémie. Pas en top line, en bottom line. Parce que au final, top line, c'est toujours intéressant. Puis on essaye d'aller chercher le plus d'argent possible. Puis c'est hot de dire que hey, on a passé 1 million de chiffre d'affaires, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires. C'est hot. Mais au final, est-ce que c'est rentable ton affaire? Puis c'est hot, là, faire des festivals, c'est prestigieux, il y a du monde, c'est trippant, les artistes. Là. Mais c'est, beaucoup de sous, beaucoup de monde. Mettons, le festival à Bécomo, c'est une trentaine de personnes qui travaillent là-dessus. C'est 3-4 camions de 53 pieds à l'arrière. Ça coûte excessivement cher. Faire quelque chose un peu virtuel qu'on pouvait faire chacun de chez nous, c'était payant en torieux. Là. Puis ça reste que le monde en avait besoin dans la pandémie. Tout à fait. Puis vous faites partie comme un peu des entreprises qui ont réussi à se revirer de bord puis à faire de quoi avec ça. Puis ça se fait pas comme tourner sur un scène, bien sûr, mais comme... Bravo, félicitations honnêtement pour ça. Puis ça nous a permis, puis le Béat a des chiffres meilleurs que moi, mais ça nous a permis vraiment de faire une croissance, d'être prêt pour la reprise. Ouais. Puis pouf, là, vraiment, on a eu... Exact. Puis, tu sais, tous les événements virtuels ou hybrides, c'est pas parti par après. Fait que nous, ben, tu sais, moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais ça l'a permis de gagner de l'expérience pendant que tout le monde était un peu déboussolé de qu'est-ce qu'on fait avec nos événements. Puis de là, il y en a encore de nos clients qui demandent à avoir ce truc-là. On fait l'événement à Montréal, mais on veut le mettre à distance pour tous nos employés partout au Québec. Et ça, c'est super intéressant pour nous parce que c'est quelque chose qu'on offre qui peut être vraiment complémentaire puis intéressant pour faire vivre des effets wow à des entreprises qui sont peut-être partout au Québec, au Canada, puis qui veulent en faire bénéficier tous leurs employés, par exemple. Sentez-vous que depuis la fin de la pandémie, parce que selon moi, on est à la fin de la pandémie, on a passé ça, comment qu'on gère un événement a un peu changé? Est-ce qu'il y a des méthodes qui ont été améliorées, des trucs à plus penser? C'est une bonne question. Ben oui, moi, il y a quelque chose qui me vient en tête, là, tout le virage technologique. Oui. Tu sais, avant, là, billets physiques, c'était, j'ai l'impression, beaucoup là. Puis maintenant, c'est beaucoup plus efficace, oui, niveau opération, d'avoir une billetterie en ligne, mais c'est aussi des meilleures données, du meilleur data pour après faire ta promotion. Fait que je trouve que ce virage-là technologique a optimisé beaucoup les processus. Tu sais, là, je parle de billetterie, mais aussi des événements virtuels. Tu déplaces moins de monde, tout le monde est dans son bureau, tu peux réécouter l'événement si tu n'es pas disponible. Fait que tout ça, je pense que c'est quelque chose qui est sorti positivement de cette pandémie-là. Juste les modes de paiement. Là, on pense à tout le système de caisse qu'on a mis en place dans un festival avec les TPV. Avant, on payait ça en argent comptant. Ouais. Puis là, tu arrivais l'année d'après, on commande combien de bières? Je sais pas. Puis on y allait un peu au pouce là, selon ce qu'on avait commandé l'année d'avant. Là, tu me demandes combien de bières de telle sorte on a passé. Je suis capable de te dire combien de soirs, quelle heure. À quelle heure ça prend plus de bières que d'autres heures. Je peux tout te dire ça à cette heure. Puis ça amène, comme Béat disait, du data vraiment intéressant qu'après ça, nous, on peut utiliser, oui, sur ce mandat-là, mais également sur plein d'autres mandats qu'on fait. T'sais. Exact. Simon, tu as l'air quand même investi encore dans les opérations. Est-ce que je me trompe ou pas? Ou c'est juste que tu as la piqûre là-dedans? Si tu arrêtes à décrire ton rôle en ce moment dans Embargo, ça ressemblerait à quoi? Théoriquement, mon rôle c'est vraiment le rôle de président, c'est-à-dire que beaucoup sur des gros projets dans lesquels je vais m'investir, principalement dans le développement du projet, moins dans le day-to-day, mais d'aller rencontrer des clients, de faire du PR, d'être là pour aller pitcher une idée. Ça, je le fais encore. Je m'investis encore aussi beaucoup dans le contenu de l'événement, là, mettons, surtout si j'anime, dans le sens de déroulement, ça. Mais sinon, je suis théoriquement beaucoup plus dans
l'avenir, le développement de Ouais. l'entreprise. On a fait une acquisition dans la dernière année. Ça faisait partie d'un des mandats que j'ai chapeauté aussi. Fait que c'est vraiment plus là que je le suis. Mais j'aime encore ça. Ouais. Je suis encore capable d'aller au festival à Bécomo puis poser des clôtures puis ramasser des poubelles la fin de semaine. Là. Je suis encore capable de faire ça. Mais je m'implique-tu trop? Non. Ben non. Je suis encore là, mais c'est ça. C'est sûr que tant que tu as commencé ça à ton tout jeune âge, Oui. c'est ancré dans toi, puis c'est normal. Mais c'est pas facile de faire ça, tu sais. La délégation, Ouais. c'est, je pense, qui a été le plus difficile depuis le début de la création de mon entreprise. C'est parce que c'est de laisser aller un des clients que j'avais depuis. Il y a des mandats Ouais. qu'on fait, là, j'ai commencé en secondaire 1, j'ai 31 ans. On les fait encore aujourd'hui. Là, tu sais. On a grandi avec ces mandats-là, puis on les a fait croître eux aussi avec nous autres. Mais de laisser aller un peu notre bébé, tu sais. Puis là, comment on fait ça? Puis c'est ça qui est particulier, c'est que là, 4 ans, on n'avait pas d'équipe. Non. Mais là, c'est de gérer cette croissance-là. Qu'est-ce qu'on met en place comme KPI ou comme stratégie là, pour être capable de suivre Mhm. l'évolution? Parce que la croissance, c'est le fun, mais c'est vraiment pas facile. Tu sais. Certainement. Fait que c'est ça. Mais ça va bien. Puis moi, un des plus beaux commentaires que j'ai reçus de l'équipe dans une de nos dernières planifs stratégiques, c'était à quel point j'étais moins là à tous les jours, mais que si j'arrive sur un mandat, à quel point je suis au courant de tout. Parce que je parle avec mes directeurs généraux, puis on jase de tout et de rien, puis ils me parlent des événements, puis j'arrive sur un projet, je fais un peu de lecture, je check les plans, je check à quoi ça ressemble. Fait que quand j'arrive à quelque part, ben, je suis au courant de Ouais. ce qui arrive. Tu sais. Fait que ça, j'ai bien aimé ça comme commentaire de l'équipe. Certainement. Puis parlons-en de l'équipe. Béa, toi, ton rôle, comment tu le définis chez Embargo? Oui, ben moi, dans le fond, j'occupe un rôle qui n'existait pas avant. Fait que je crée un peu aussi mon rôle puis mes tâches, mais textuellement, je suis coordonnatrice marketing et événements. Donc, ça le dit, je coordonne tout notre marketing, notre rayonnement, oui, du groupe, de nos branches, mais aussi de nos employés. Parce que, tu sais, Simon est encore beaucoup associé à Embargo, puis beaucoup de gens connaissent Embargo à cause de Simon. Fait que pour nous, c'est super intéressant, puis c'est super profitable de positionner Simon comme, oui, l'entrepreneur, l'animateur, mais vraiment de faire bénéficier Embargo de la notoriété de Simon. Fait que moi, je m'occupe, c'est ça, de nos branches, du marketing de nos projets aussi, parce que quand on développe, par exemple, un spectacle, il faut le commercialiser. C'est la stratégie de prix, la stratégie de mise en vente de billets, les partenariats. Fait que moi, ça, c'est plus mon rôle, mais aussi pour nos employés. Fait que Simon, moi aussi, la directrice générale de spectacle, puis Raphaël, on a comme toute une stratégie plus de branding personnel, puis c'est moi qui chapeaute tout ça. Sentez-vous que c'est à cause de votre croissance, justement, que tout le monde, son rôle est comme en développement, un peu, si je peux me le permettre? Oui. Ben, Oui. je pense que oui, parce que avant, tu sais, il y a eu Julien comme employé, il y a eu Marco, après, il y a eu moi comme stagiaire, puis après, là, ça s'est mis à débouler. Il y a eu Raphaël comme chargé de projet, l'acquisition qui est venue avec 2 employés, une embauche récente. Fait que l'équipe a grossi vraiment rapidement. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, il était 3. Là, on est à peu près 11 à plein temps partiel, plus des pigistes, des gens qui collaborent avec nous vraiment souvent. Fait que c'est sûr que le rôle de chacun est à définir, puis varie aussi selon les mandats. Tu sais, Raphaël, par exemple, est chargé de projet, mais son rôle de chargé de projet va varier d'un événement à l'autre, puis il va s'impliquer différemment pour aider aussi nous, ses collègues. Donc, c'est ça qui est le fun, d'avoir une équipe, puis gérer la croissance, c'est que nous aussi, on explore aussi qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on aime moins, puis on s'entraîne en équipe. On a un domaine particulier, c'est-à-dire qu'on a un domaine où il y a beaucoup de pigistes. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui volent de projet en projet, qui sont leurs propres boss, puis qu'on engage, que ce soit des musiciens, des chanteurs, des techniciens. C'est fréquent et c'est sur tous les projets qu'on a ce genre de personnes-là. Fait que c'est pour ça qu'on a une équipe quand même, ben là, je dis petite, mais on a quand même une bonne équipe versus le nombre de projets qu'on réalise durant l'année, parce qu'il y a justement des gens qui viennent se greffer à nous selon les projets qui se développent. T'sais. Puis, si on se lance un peu plus dans la production, dans vos opérations en tant que telles, quand vous avez un nouveau projet qui se présente, comment vous vous prenez? C'est quoi la première étape jusqu'à la dernière étape, s'il y en a une, ou ça se continue tout le temps après ça, d'entretenir des relations avec les clients? Mais, tu sais, l'événementiel, ça peut sembler flou pour certaines personnes. Ouais. Si vous essayez de le concrétiser un peu, c'est quoi ce processus-là? Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a pas... On a essayé dans les dernières années de mettre une espèce de processus, là, un A, B, C, D. Chaque projet est différent. T'sais. Donc, ça amène à ce que chaque développement de projet est différent. Mais c'est sûr que la base, puis ça, c'est peu importe le projet, c'est quoi
l'objectif du client, qu'est-ce qu'on veut aller chercher avec ce projet-là. Si on veut A, mais on donne Z, ça sert à rien partout. Mais c'est sûr que dans un grand projet, mettons qu'on pense à un festival, mettons qu'on fait à Bécomo le festival au Grand Air, où ce que là, toute l'équipe est vraiment mobilisée sur un projet comme ça, mais c'est sûr que ça passe, premièrement, par des rencontres clients sur le développement du contenu, ça prend quoi, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais une fois que ça, c'est réglé, c'est vraiment une espèce de, on appelle nos meetings kick-off, là, c'est-à-dire qu'on prend le projet, puis là, quelles sont les grandes étapes de ce projet-là. Mais chacun est un peu au courant de sa ligne directrice, puis on part. Mais tu sais, c'est sûr que tu as toujours les grands volets, tu as le grand volet technique, sonorisation, éclairage, multimédia, les plans reliés à ça, etc. Tu as tout le volet logistique qui peut prendre différentes ampleurs, des clôtures, des toilettes, des chapiteaux, des vannes réfrigérées, de la boisson, tout ça rentre là-dedans. Tu as la partie toute commercialisation, fait que la vente de billets, le marketing lié à ça, etc. Tu as toute la portion artistique, fait que là, c'est bien beau un festival, une scène de la technique, mais ça prend des artistes qui chantent ça à la scène. C'est pas si simple que ça, surtout quand tu es en région. Fait que là, il y a ça. Puis la dernière portion, c'est toute la partie finance de ça, qui est bien importante parce qu'on a des comptes à rendre aux clients, mais surtout d'aller chercher les partenariats, les subventions, la vente de billets, l'argent de la vente de billets, puis la gestion du risque là-dedans. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est pas mal les grandes étapes. Puis tout ça avance un peu en même temps. Ouais. Puis tout ça est un peu interdépendant de l'autre. Fait que, tu sais, tant que la programmation n'est pas bookée, tu ne peux pas finir ta technique. Tant que la programmation n'est pas bookée, tu ne peux pas finir ton budget. Fait que tout ça est un peu chaotique à chaque fois. Puis c'est toujours comme ça. Tu sais. Ouais. T'sais, nous, on est à distance aussi, c'est important. T'sais, on n'a pas de bureau, on travaille, on n'est même pas tous dans la même ville. On est vraiment sur la Côte-Nord, à Montréal, à Québec, puis en Estrie. Fait que là, c'est de naviguer aussi avec le travail à distance, mais il y en a des fois qui sont en mandat. Fait que, tu sais, je pense qu'avec la croissance de l'entreprise aussi, c'est des apprentissages puis d'apprendre à mieux puis à gérer efficacement aussi les projets pour que le travail de tous se fasse de manière le plus efficace possible. Mais c'est quelque chose qui est vraiment un point positif pour nous de tout être à distance parce que ça nous permet de faire des mandats partout au Québec puis d'être le plus efficace possible, en fait, parce qu'on travaille tous devant notre ordi, on est disponible, puis on est à un coup de fil de se parler. Ça fonctionne bien. On a un modèle d'affaires quand même particulier. Tu sais, chez nous, Béal disait, tout le monde est à distance, premièrement. Deuxièmement, personne n'a d'horaire. Tout le monde est en horaire fixe. Si toi, tu veux faire du 9-18 ou peu importe, tant que les mandats sont réalisés, les mandats sont réalisés. On a vraiment une politique de conciliation famille-travail vraiment importante parce que ça fait partie de notre nature. Moi, j'ai commencé, puis j'ai pas l'impression de travailler, mais je veux que tout le monde n'ait pas l'impression de travailler. Tu sais, ça fait partie Tant que tu respectes les délais. Exact. Tu sais, puis les gens me disent, ouais, mais comment tu fais? Tu sais, un, motivation. Deux, pour être sûr que ça arrive. Ouais, mais on fait un événement. À la fin, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a un problème, quelqu'un n'a pas fait son travail à quelque part. Puis je pense que la motivation, puis surtout garder les gens focusés vers le même point, bien, ça passe par des rencontres qu'on a mis en place qui n'existaient pas avant. Mais tu sais, maintenant, on a des rencontres périodiques, en fait, hebdomadaires sur tous les projets. Fait que tous les employés, on passe rapidement, là, mais tous les employés sont au courant de l'avancement de tous les projets. Fait que c'est vraiment un peu d'avoir une vue d'ensemble des projets. Puis après ça, bien, il y a des réunions par projet pour les faire avancer. Mais c'est quand même un modèle d'affaires un peu particulier. Puis après ça, bien, au travers de ça, nous, 3 fois par année, on se rencontre en planification stratégique ou en événement d'équipe. Puis là, c'est vraiment tous les employés, peu importe le corps de métier, est assis. Souvent, c'est à Québec. À l'hôtel, on regarde où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. Puis on fait ça au moins 2 à 3 fois par année. Puis chacun contribue à ça. Puis ça, c'est une des façons qui fonctionne le mieux pour que chaque employé soit motivé. Tu sais, on a pris des grandes décisions d'équipe dans les dernières planifications stratégiques, entre autres sur des acquisitions. Est-ce qu'on y va ou pas? Puis si l'équipe avait dit non, il n'y aurait pas été. Tu sais, j'ai pas le temps d'aller gérer une acquisition à Sept-Îles puis Bécomo en ce moment. Mais si l'équipe, ça y tente, l'équipe va être motivée pour le faire. Tu sais. Fait qu'il faut... Je pense que c'est important, ça fait partie de notre ADN de mettre en valeur justement cette relation-là avec les employés. Puis j'ai le mot employé, là, mais tu sais, on collabore ensemble. Je ne suis pas un boss là, dans la vie. Là. Moi, on travaille ensemble. J'engage des gens qui sont pas mal meilleurs que moi. Je le suis. Je suis un peu bon dans tout, mais excellent dans peut-être pas grand-chose. Mais je me débrouille dans bien des affaires. Mais d'aller chercher des employés qui souvent sont meilleurs que nous, mais ça amène la business beaucoup plus loin. Certainement, certainement. Puis un projet comme ça, c'est quand même assez gros. Puis comment tu impliques le client par rapport à ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de validations qui se font ou vous gardez ça quand même de votre bord? C'est un peu embêtant. Ça dépend du client. Ouais? Il y a des clients qui laissent aller complètement.
Mais il y a des suivis périodiques, là, évidemment. Mais Puis, tu veux le carte blanche, qui Ouais. nous font confiance. il y en a qui le font. Tu sais, on s'entend sur un budget X, puis c'est ça va coûter ça à la fin, ça va être ça. Mais il y a d'autres clients où est-ce que, mettons, un festival ou un comité organisateur avant avait une ressource temps plein qui était comme chargé de projet du festival. Pandémie arrive, cette personne-là est mise dehors, beaucoup plus de difficultés à chercher de la main-d'œuvre, difficultés à chercher des bénévoles. Oups, on se ramasse avec un contrat de gestion à la place. Au lieu d'engager une personne, nous engage nous, l'équipe au complet. Ben, c'est sûr qu'on a des rencontres plus spécifiques, plus périodiques avec ces gens-là, parce que là, il faut faire des suivis de budget, comment ça avance, etc. Fait que ça dépend tout le temps du client. Exact. Mais tu sais, il faut comprendre aussi qu'on peut s'impliquer de A à Z sur un projet, mais on y va aussi selon les besoins puis les désirs du client, parce qu'il y a des clients qui, justement, veulent ne pas se tracasser avec ça, puis eux, leur désir, c'est d'avoir un événement wow, mais qui n'ont pas le temps de le gérer à l'interne. Mais nous, on est là, on va le prendre en charge de A à Z, ton événement, on va tout penser. Mais si le client veut quand même contribuer puis participer, bien, il y a sa place, puis nous, on va prendre en charge qu'est-ce que lui souhaite ne pas s'occuper. Fait que c'est ça qui est le fun aussi avec, je trouve, notre offre, puis comment on se distingue, c'est qu'on veut y aller avec les besoins du client. Puis Chaque là, mandat est différent. c'est ça. On va vraiment s'adapter. Puis, comme, tu sais, quand un client vous donne carte blanche, justement, là, comment vous assurez? Parce que, oui, il vous donne carte blanche, mais il doit quand même avoir une certaine idée de ce qu'il veut Tout à fait. obtenir. Comment vous assurez, justement, d'atteindre celle-là? C'est avec une bonne rencontre au début, qui est comme, on s'assure de vraiment fixer les bons Mais tu sais, objectifs. Tu sais, souvent, mettons qu'on parle événementiel, là. Tu sais, souvent, au début, il y a une rencontre client, il y a une proposition monétaire qui est faite, puis souvent, des gros mandats associés avec un plan 3D de dire, ça va donner à peu près ça. Oui, signe en bas, Une bonne vision. go. Après ça, les étapes d'après de les horaires de montage, à quelle heure l'équipe arrive, la gestion des fournisseurs, tout ça, tu sais, le client, lui, tant que c'est réglé, Ouais. il y en a qui veut vont pas se vraiment nous laisser aller avec ça. Mais il y en a d'autres qui veulent s'occuper eux-mêmes d'aller cogner à la porte du fournisseur de table, de chaise. Ben, c'est correct, là, tu sais. Ouais. On n'est pas obligé de le faire non plus. On peut s'occuper juste de certaines parties de l'événement. Tu sais. OK, certainement. Puis, à travers toutes ces dynamiques-là, genre de la gestion d'équipe, la gestion des fournisseurs, tout ça, est-ce que vous avez des outils technologiques à l'interne pour vous aider là-dedans? Exactement ce que j'avais dit. Pour vrai? Moi, ça me J'ai pensé, moi, vraiment. tout. Eh, vas-y. Ben, tu sais, on n'a pas le choix, en fait, là, parce que faut que moi, j'aille accès à l'information, même si je travaille pas sur le mandat. Puis c'est là que, tu sais, c'est pas nécessairement un outil technologique, mais les rencontres sont vraiment venues aider à ce que tout le monde soit consulté puis au courant de ce qui se passe en ce moment. Parce que, moi, c'est un peu con à dire, mais moi, j'ai besoin de savoir au marketing qu'est-ce qui s'en vient pour ne serait-ce que notre calendrier de contenu. Mes équipes, ils sont où? Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant? Puis autrement, comment on stocke l'information, si je peux dire, bien, on a un Dropbox, on utilise Teams. C'est vraiment là-dessus qu'on va venir tout mettre l'information. Fait que toute l'information est disponible. Puis nous, on se parle sur Teams vraiment régulièrement, autant en équipe qu'avec nos clients. Puis, on est toujours près de notre téléphone. Là. Il y en a des clients on s'appelle au cellulaire parce qu'ils ont des questions. Puis c'est là qu'on développe aussi des belles relations d'affaires avec eux. Ouais. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on est dans un milieu où tout n'est pas écrit. Puis là, c'est la grande gestion, puis on n'a pas fini là, Non, à trouver la façon de faire, mais je suis dans l'auto, un client m'appelle, ouais, on ferait tel changement, telle affaire. OK, mais tu sais, je ne l'écris pas dans un dossier, là, fait que je peux pas avoir comme de notes où il y a beaucoup de choses qui se gèrent dans notre tête, où tu sais, on est au courant que ça va être ça, ben ça va être ça, tu sais, dans le sens... Mais là, maintenant, on est plusieurs, comment on fait pour transmettre cette information-là? Fait que là, sur les plus gros projets, ben, on a une plateforme de gestion de projet qu'on gère les tâches, puis on est capable d'attribuer les tâches. Mais sur des petits projets quotidiens, on est moins assidu. Oui. Puis là, je m'inclus là-dedans. Maudit que j'ai de la misère. Mais c'est ça. Puis au fil du temps, surtout avec la pandémie, on a ajouté plein d'outils technologiques au fur et à mesure. Puis là, maintenant, on se dit, attends un peu. C'est pas de toutes les avoir, mais de non. savoir comment avoir les bons puis comment bien les utiliser. Si on en a, mais on ne l'utilise pas, bien, il ne sert à rien. Puis si je suis toute seule à travailler là-dessus, mais mes 9 collègues ne mettent rien comme information, Ça sert à rien. bien, moi, je ne suis pas plus avancée, puis eux non plus. Mais tu sais, la chose la plus importante, c'est la gestion des données. T'sais, nous, de notre côté, là, il y a un lot incroyable de données, que ce soit des vidéos, des images qu'il faut qu'ils passent en événement, un PowerPoint, n'importe quoi. Ben, tu sais, juste la structure du Dropbox, là, comment on fait pour trouver un fichier d'un client à telle date, telle affaire. Ben, ça, on y a réfléchi. On a changé de formule 2 fois depuis avant la pandémie. Puis là, on a la bonne façon de faire. C'est facile, n'importe qui est capable de trouver n'importe quoi sur n'importe quel projet. Ça, c'est extraordinaire. T'sais. Mais c'est pas si évident que ça. Ouais. Sinon, quand même, fait l'intégration des équipes à distance, ça doit être quand même assez complexe. Oui. Peux-tu parler de ton expérience? Oui. Ah oui? Ben, tu sais, moi, c'est un peu différent parce que je connaissais Simon puis Julien.
Fait que là, c'est sûr que je commence déjà avec quasiment un pied dedans parce que je connais Embargo, je connais comment ils travaillent. Mais là, l'autre enjeu, ça a été d'intégrer des gens qui ne connaissent pas nécessairement l'équipe, les opérations, comment on travaille. C'est ça, ça a été comme la première fois. Bien, il y a eu Raphaël en 2023, mais lui avait travaillé, est passé du côté client à employé. Fait qu'il y a quand même eu un petit avant-goût, mais je pense que l'intégration des équipes, on n'a pas nécessairement de processus écrit de A à Z, et là, c'est dans le chantier. On est en train de finir un guide de l'employé. Parce qu'il n'y avait pas ça, parce qu'il était 3 amis. Moi, je suis arrivée, je les connais déjà. Ça n'avait jamais été réellement un besoin. Mais je pense que l'intégration passe beaucoup par le terrain. Quand on a fait l'acquisition sur la Côte-Nord de notre principal compétiteur, en fait, au printemps dernier, bien, toute l'équipe, on s'est déplacé pendant une semaine. On est débarqué dans les entrepôts à Sept-Îles puis à Bécomo, puis on a passé la semaine avec eux. On a fait le ménage des entrepôts. On a changé les stickers sur les équipements, mais ça nous a permis d'apprendre à les connaître, surtout qu'après, bien, nous, on est à Québec, Montréal puis en Estrie, fait qu'on ne les voit pas aussi souvent qu'on pourrait, mais d'avoir le contact humain en premier puis d'aller à leur visite, ça a été super important. Puis c'est là que notre relation de travail puis entre collègues a commencé. Mais sinon, l'intégration passe aussi par les planifications stratégiques qu'on se rencontre tous en équipe 3-4 fois par année. Puis c'est là qu'on solidifie vraiment notre cohésion d'équipe, je pense. Oui, puis qu'on travaille sur les projets à venir, puis que surtout aussi, tu parles de cohésion d'équipe, ce sentiment d'appartenance passe par ça. Dans les dernières années, il y a 2 ans, on est allé en croisière, toute l'équipe ensemble, on va avoir des shows, des plannings stratégiques, ça fait partie de ça. Mais un des exemples, Raphaël, qui était président des Jeux du commerce en 2022, ben, quand il est revenu d'échange étudiant, il a appliqué sur une job chez nous, il a eu le poste. Ben, Raphaël, il connaissait pas nécessairement grand. Ben, plus le côté logistique, ça, il l'avait, mais côté technique, il l'avait pas nécessairement. Ouais. Nous, on lui a donné la possibilité de dire est-ce que tu vas aller passer du temps avec des équipes sur le terrain? On l'a associé avec Marc-Olivier, qui est notre directeur technique chez nous, puis on lui a dit Raph, va à n'importe quel mandat que tu veux aller, n'importe où au Québec, vas-y. Fait que pendant 6 mois, ben, il a suivi Marco de mandat en mandat, ici et là, puis il a appris à c'est quoi la tâche, puis comment le faire à la façon embargo. C'est ça aussi. C'est que nous, oui, c'est bien beau l'équipement technique ou gérer un hôtel. Le gérer, c'est une chose. Le faire comme nous, on veut le faire, ça, c'est une autre affaire. Puis ça, malheureusement, oui, un peu dans un document écrit, mais ça se passe principalement sur le terrain. Ça se vit, oui. Ça se vit. Puis c'est pour ça aussi qu'on invite les employés. Mettons, on a un mandat en ce moment à Québec, au moment où on enregistre ça. Ben, il y a des employés de la Côte-Nord qui sont venus passer la semaine avec nous à Québec pour prendre part aussi à cet événement-là, puis en faire partie, puis voir un peu comment ça fonctionne. Je pense que ça fait partie aussi de ça. Puis c'est pour ça qu'on aime encore ça, être sur le terrain, et travailler avec les équipes, puis montrer comment nous, on aime que ce soit fait. Ouais. Puis ça fait qu'on a une cohésion d'équipe, puis toute l'équipe participe, que ce soit un montage. Chez moi, samedi, je vais faire un montage d'événements, mais c'est vraiment pas dans ma description de tâche d'aller monter des... Je vais aller pousser des coffres, puis je vais mettre mes bottes à cap, puis je vais y aller, mais ça me fait plaisir parce que je vais voir mes collègues que je travaille pas nécessairement avec eux au quotidien. Justement, la gang de Bécomo qui sont là en ce moment, ben ça me fait plaisir d'aller voir samedi, puis des fois, de retourner sur le terrain, ça me fait plaisir. Ouais, ça fait replace... c'est ça. Ça nous replace. Oui. Ça fait changement des fichiers Excel. Mais ça reste que l'événementiel, c'est tellement autour de l'humain que... Tu sais, oui, tantôt, au début de l'épisode, je me rappelle, j'ai dit une affaire que l'université devrait s'impliquer, mais en même temps, c'est tellement pas théorique. Non. Rattacher de la théorie à de l'événementiel, c'est un peu fou. C'est de l'humain, c'est des nouveaux mandats tout le temps différents là-dedans. Fait que, ça fait... Et surtout, il faut que tu aimes ça. Oui. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas à bonne place. Parce que des horaires, il n'y en a pas. Non, des journées où est-ce que tu te lèves à 3-4 heures du matin, puis tu sais, mettons un festival. Ouais. Tu sais, un horaire de festival, là, par exemple, l'été passé, on avait Charlotte Cardin. Charlotte arrivait à 6h30 le matin. Fait que si Charlotte arrive à 6h30, on rentre à 5h30, 6h. Parce qu'il faut que le site soit propre quand elle arrive. Tu sais, puis il faut reculer son autobus, il faut brancher l'autobus, puis il faut faire... Fait qu'on est rentré à 5h30, 6h. Puis le show a fini à 11h et quelques. Ferme les bars, ferme les trucs, ramasse l'argent, va compter l'argent, fait les dépôts, prépare les dépôts. Je me suis couché, il était 3 h du matin. Fait que, tu sais, puis ça dure 4 jours, un après l'autre. Là. Fait que tu te couches à 3 h, tu arrives à 6 h. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas trouver à Ronde Longue en torpinouche. Puis là, ça, c'est un mandat. Puis on finit le dimanche, le lundi, on démonte, puis le lundi soir, on s'en allait à Sept-Îles, puis mardi, ça recommençait un autre festival. Fait que, tu sais, mais moi, c'est mes plus belles semaines.
Moi, j'adore ça. Faut que tu aimes ça. Puis si tu es passionné puis t'en manges, ben C'est ça. ça va être. Ça Ben fait oui. partie de votre équilibre un peu. Tu sais, on dit tout le temps qu'il faut que tu aies une vie équilibrée, mais ça fait vous avez été capable de bâtir votre vie un peu à travers ça, Tout à si fait. je ne me trompe pas. Ben, c'est aussi pour ça, je pense qu'on a. Tu sais, nous, on ne travaille pas de 9 à 5. Tu sais, Simon Ouais. le disait tantôt, moi, des fois, ça arrive souvent que je commence à 7 heures, j'arrête à 2 heures, mais je recommence le soir parce que j'ai décidé en fin de journée d'aller faire du paddleboard au lac. Puis ça permet aussi que quand on revient de grosses semaines comme ça, de pouvoir ventiler pendant une journée, Ouais. puis de reprendre le travail. Fait que ça nous permet de moduler. Puis c'est tellement intense en événement. Mm. On aime ça, mais il faut aussi qu'il y ait les, tu sais, Ben là, les bienfaits l'équilibre un que peu. c'est ça. Ouais, puis tu sais, on a mis en place une sorte de politique qui était déjà dans la business, mais tu sais, maintenant, on a vraiment une vraie Mhm. politique de conciliation famille-travail écrite, faite pour ça. Puis ça passe par toutes sortes de choses. C'est bon, l'horaire flexible, ça en fait partie. Tu sais, Julien, mon directeur général, et des enfants, là, s'il faut qu'il aille à la garderie chercher, pas besoin de m'appeler pour me dire « Hey, je m'en irai à la garderie. » Non, pas vas-y. Dans le sens, Ouais. c'est pas plus grave que ça. Tu as échangé tes pneus, tu vas faire... Tu sais, c'est pas grave. Là. La job est faite, la job est faite. Mais ça arrive souvent que Julien il me texte le soir à 9 h, puis il sait que c'est genre l'heure que je me reconnecte habituellement pour faire 3-4 emails. Fait que souvent, des fois, on peut se parler à cette heure-là. Ouais, tel dossier, telle affaire. Lui, c'est le fun parce qu'il couche ses enfants, puis après ça, il refait un peu de bureau tranquille. Mais tu sais, chacun a sa méthode de travail. Puis ça va bien plus loin que ça. Mettons, on a des spectacles l'été. Là, maintenant, ce qu'on a mis en place comme politique, c'est chaque artiste a sa chambre tout seul. Pourquoi? Pour être capable que sa famille, s'il y a 2 semaines de show, que sa famille puisse descendre les fins de semaine, venir le voir, venir au show. Ça fait partie, ça aussi, de la conciliation famille-travail. C'est important. Puis là, on dit famille, mais c'est au-delà de famille, là, amis, etc. Ça fait partie de la famille. Raph, t'es allé faire un voyage de ski, travailler dans l'Ouest une semaine. Ben oui, vas-y. Il n'y a pas de souci. Là. On n'a T'as pas ton de... ordinateur, tu peux Ouais. faire, tu sais, il a travaillé, mais de l'Ouest. C'est fou, ça, quand même. Mais tu sais, on a la chance de pouvoir travailler dans une industrie comme ça. Mais utilisons-le. Crime, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi s'arrêter à être dans le même bureau, tout le monde ensemble, puis anyways, devoir se déplacer vers les événements? Puis ce qui est cool, tu sais, puis on parlait ça s'apprend pas, tu sais, on a grandi aussi avec la business, tu sais. Moi, les premiers mandats que j'ai faits, là, quand on a à Bécomo, là, le premier party là, à 2000 personnes, là, j'avais pas d'équipement technique. Là. Moi, j'allais louer de l'équipement technique dans une firme de location qui était notre compétiteur. Puis j'avais 13 ans à l'époque et le gars il a dit « Non, tu pars pas avec l'équipement. » C'est mon père qui est obligé de venir rentrer, signer le bill pour que je puisse partir avec. Puis aujourd'hui, on vient d'acheter cette compagnie-là. Wow. Tu sais, c'est fou quand tu penses à ça. L'année passée, les Jeux du commerce au Centre Bell, là, moi, je suis un enfant d'un Toys R Us. Là. J'arrive là pour travailler. C'est hot. Là, on a géré ça. Tu sais. Puis je disais justement ça avec Julien. Je disais, hey, c'est fou qu'on est en train de faire ça ensemble ici. Tu sais. Il y a du chemin de parcouru. Puis qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Mais, je sais pas. On va continuer à développer des projets qui sont cool puis qu'on tripe dedans. Là. Certainement. Je vois le temps qui file, puis là, il y avait comme des points que je voulais absolument parler. Puis, Bia, en plus, tu es là. Niveau marketing, tu sais, tu as intégré l'équipe, puis vous avez à cette heure une vision, puis un peu plus des objectifs marketing. Peux-tu m'en parler? C'est quoi, justement, comment vous bâtissez le marketing autour d'Embargo? Oui, bien c'est ça. Chose à savoir, il n'y en avait pas de marketing avant que j'arrive. Il y a probablement plus de publications sur Facebook depuis mai qu'il y en a eu depuis. Ah, facilement. 2010. Oh, oui. En fait, on n'en avait pas besoin. C'est ça. Tu sais, le téléphone sonnait parce que les gens nous connaissaient, parce que c'était du bouche à oreille, puis on n'avait pas nécessairement besoin de croître. Dans le sens où on prenait la croissance naturelle qu'on avait. Mais là, le pourcentage de croissance, c'est 450 Ouais, dans les en 2 deux dernières ans. années. Wow. Puis le nombre d'employés a plus que doublé dans les 2 dernières années. Fait que, tu sais, là, un coup que tu es rendu avec ça, tu n'as pas le choix que la machine continue à rouler. Puis là, on n'a pas le choix de développer du contenu externe, tu sais, d'arriver avec des mandats externes. Fait que c'est là que BA est bien important. Fait que moi, je m'occupe de tout ce qui est le rayonnement. Oui, réseaux sociaux, mais aussi, tu sais, quand on pense à des inscriptions de concours, mais au rayonnement aussi de toute la marque par des activations de partenariat commandites. Embargo a toujours été impliqué, surtout dans les projets étudiants des marques, surtout à l'Université Laval, mais aussi plein d'autres facultés, oui, à Québec, mais aussi à l'échelle du Québec. Ouais. Mais ça n'avait jamais été nécessairement mis de l'avant. On n'a jamais vraiment de négociation de c'est quoi notre visibilité, c'est quoi notre petit plus, comment on peut mettre notre petit grain de sel dans ce partenariat-là, au-delà de faire un escompte. Fait que là, c'est là que moi, j'entre en scène puis que j'essaye de négocier comment on peut se mettre de l'avant dans des projets comme ça qu'on encourageait déjà, mais que
ça soit aussi Ouais. positif pour nous, parce que c'est ça, au final, tu sais, une commandite, un partenariat. Puis je m'occupe aussi de toute la stratégie de plus branding personnel, surtout de Simon. Tu sais, comment on positionne Simon comme l'animateur, mais aussi l'entrepreneur, puis Embargo, parce que, comme je le disais tantôt, Simon est encore beaucoup associé à l'entreprise. Puis nous, on le voit, là, quand on a fait notre vision puis notre stratégie marketing, c'est pas nécessairement quand on parle toujours de nos projets que ça fonctionne le mieux, qu'on a le meilleur engagement. C'est pas ça qui parle à notre audience. Les gens, ils sont attachés aux humains derrière Embargo. Fait que c'est quand on met nos employés, l'équipe de l'avant, nos projets, nos implications, c'est ça qui fonctionne le mieux puis qui vient vraiment chercher nos audiences. C'est que c'est comme là-dessus qu'on se base. Mais là, on est encore au premier déploiement là, de notre stratégie, mais c'est plus notre vision de l'avenir, de miser plus sur les humains de la marque pour... Puis, on a changé continuer de développer. branding aussi dans la dernière année. Oui. C'était une grosse étape, ça, pour nous autres, parce que SMP, qu'on connaissait depuis... Tu sais, j'ai créé ça, j'étais au secondaire, là. Puis on utilise encore ce nom-là dernièrement. Fait que là, c'était une volonté d'équipe. Ça ressortait d'une des planifs stratégiques de dire, hey, est-ce qu'on marque comme un tournant de dire, il y avait le SMP avant, puis il y a le Embargo maintenant. Puis c'est vraiment vers là que ça marque comme vraiment ce changement-là aussi. C'est ça, ça s'est tout fait chronologiquement. T'sais, on a changé en février, on a dévoilé Embargo qui, je trouve, est plus une marque assumée qui se positionne dans le marché comme un acteur sérieux, d'envergure. On n'est plus juste sur la Côte-Nord, on est partout au Québec. Il fallait un nom qui résonnait aussi partout au Québec. Mais ça, d'un point de vue marketing, ça vient aussi avec la sensibilisation. Puis c'est là aussi mon rôle de positionner Embargo dans la tête des gens qui nous connaissaient par SMP, surtout sur la Côte-Nord. Ça s'est mis à débouler avec toutes nos autres actions de croissance, de l'acquisition, l'arrivée d'une direction générale pour Embargo Spectacle. Fait que la dernière année a été vraiment intéressante niveau marketing pour moi, en tout cas, à mettre en... Et c'est pas terminé. Non. Puis, niveau, est-ce que vous avez un rôle justement dans la promotion d'événements? Vous m'avez dit que vous touchez un peu à tout. Je pense que la promotion d'événements vient directement toucher au marketing. Est-ce que c'est Béa qui tu t'occupes plus de ça ou vous avez, là, tu vas déployer peut-être plus une équipe autour de ce projet-là de marketing? Non, de promotion? c'est vraiment moi. Bien, c'est sûr que je suis chapeautée par l'équipe, mais c'est plus moi qui le mets en œuvre. C'est toute la mise en vente des billets, la stratégie de lancement, la négociation avec les médias, radio, journal. C'est vraiment moi qui prends ça en charge pour nos annonces, mais les annonces de nos projets. Tous les spectacles qu'on produit, c'est moi qui m'occupe de, en collaboration avec d'autres gens à l'équipe, du graphisme. Je prends vraiment tout ça en charge. Mon chapeau est vraiment large. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Puis encore une fois, dépendamment du mandat. Par exemple, un show, on va faire appel à une équipe, mettons, soit ça. une graphiste, soit une équipe de production vidéo pour créer du contenu, pour être capable de le garder puis de le produire, de le diffuser après. Ça fait partie de ce mandat-là. Donc, il y a le marketing, oui, pour la business, mais après ça, faire rayonner ces projets-là, ça en fait partie également. Certainement. Puis, avez-vous une stratégie spécifique pour market un événement? Bien, ça dépend vraiment parce qu'on a des événements qu'on n'a pas nécessairement besoin parce que c'est le client qui s'en occupe, mais il faut aussi considérer que des fois, des événements sont en B2B, des fois en B2C. Quand c'est un événement plus grand public, un festival, un spectacle, bien, c'est sûr qu'il y a une stratégie qui se ressemble quand même. Souvent, on fait surtout maintenant des lancements en ligne. Une des apprentissages de la pandémie, on ne fait plus nécessairement de conférences de presse. Nous, on a vraiment pour des lancements en ligne. Fait que, il y a toute la stratégie avant de t'annoncer ton lancement. Là, il y a le lancement, mais après, il y a toutes les... Qu'est-ce que tu fais une fois que ton lancement est fait? C'est là aussi qu'on déploie des stratégies selon les mandats, selon les budgets. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça va jusqu'à la gestion de, les périodes de pré-vente, combien de temps, combien les billets on veut vendre, c'est quoi les objectifs, parce que ça a un impact sur le cash flow pour être capable de mettre des dépôts sur des artistes, d'avoir, Fait que c'est pas juste le marketing tout seul, Le marketing, il y a un lien avec pourquoi on lance cette date-là. Ben parce qu'on a un contrat d'artiste à signer, puis si on veut le signer, ça prend de l'argent. Fait qu'il faut ça prend de l'argent pour le signer. Fait que il y a toute cette portion-là aussi que quand on dit que les volets travaillent ensemble. Ben, c'est ça. Puis ce volet-là de promotion, de gestion justement des billets, est-ce que c'est arrivé comme nouvellement dans vos derniers projets ou depuis le début, vous avez eu des mandats justement de promotion d'événements? On a toujours un peu fait, entre autres, avec... tu parlais de showbiz tantôt, tu en as mentionné. Mais c'est vrai. Oui, les shows, j'en fais depuis que j'étais au secondaire. Dans le sens où tous les étés, on faisait de la promo, mais très localement. Moins stratégiquement. C'était plus... ça marchait l'année passée, on va la refaire cette année. C'était vraiment ça. Là, on est un peu ailleurs parce que, on a des objectifs plus élevés.
Mais, tu sais, comme n'importe quoi, on a évolué, nous aussi, au fil des années. Ben, on évolue, nous aussi, au fil des ans qui s'en viennent. Puis quand on a de la difficulté ou on a besoin de trucs externes, ben là, c'est là qu'on va chercher de l'aide autour. Tu sais, on va à science infuse, là, dans le sens où on va chercher de l'aide qu'on a besoin. Tu sais, c'est là que c'est dur aussi d'écrire tous les services qu'on offre parce que, tu sais, nous, on prend de A à Z, mais si tu as besoin de quelque chose puis qu'on le fait pas, bien, soit on va l'apprendre ou on va aller le chercher. Fait que jamais, je pense que ça a été mis de l'avant qu'on offrait nécessairement ce service-là, mais nos clients disaient, ça vient avec, mais parfait, on va le faire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas nécessairement dans ma description de tâches ou dans nos services mis de l'avant, mais c'est quelque chose qu'on fait. Fait que c'est ça qui est le fun dans Bargo. On réalise on va des événements puis des spectacles. C'est ça. Fait que c'est pas Qu'est-ce qui compliqué. vient avec, on le fait. Si t'en as besoin là-dedans, ben on va... Si toi, dans ton événement, tu as besoin de feux d'artifice, ben on va trouver la personne qui fait des feux exact. d'artifice. Tu as besoin de jeux gonflables, on va t'en trouver. Tu veux un cracheur de feu, on va le trouver. Dans le sens. C'est ça. Il n'y a pas de fin Certainement. à ça. Là, tu sais. Super. Puis, je vois encore le temps, Philippe, je veux être sûr. Mais au niveau expansion puis développement, c'est quoi vos projets à long terme avec Embargo? Comment vous voyez ça? À court terme, je pense qu'on peut voir les prochains événements qui s'en viennent, mais à long terme, ça s'en va où? C'est une très bonne question. Puis tu m'avais posé cette question-là il y a 2 ans, je t'aurais répondu quelque chose de différent. Ouais. Tu sais. On est vraiment en croissance un peu partout au Québec. On veut continuer cette croissance-là. Puis, tu sais, il y a des belles opportunités au Québec en ce moment. Tu sais, le reprenariat fait partie de grands besoins au Québec parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont prendre leur retraite dans les prochaines années. Ça prend des repreneurs. Mais c'est une opportunité aussi d'acquisition. Il faut évaluer ces opportunités-là, comment on peut se positionner, nous, là-dedans. Fait qu'on est là-dedans. Les régions font partie de... Je parle entre autres de la Côte-Nord, mais aussi les régions de façon plus générale. Moi, je suis un gars de région. Je suis fier qu'il y ait des services, des événements, des spectacles de grande envergure en région. Puis je veux que ça se continue dans les prochaines années. Fait que ça fait partie aussi de nos valeurs. Puis après ça, ben, on verra. On aime ça rêver un jour d'avoir des projets au-delà des frontières du Québec ou du Canada. Pourquoi pas? Mais ça, c'est peut-être un peu plus loin. Mais moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre les projets qui arrivent. Il y a quelques semaines, on a eu un appel qui va changer complètement la prochaine année en termes d'objectifs de croissance. Puis on est en train de réaliser un projet qu'on ne pensait pas faire, mais ça vient aussi de la volonté de l'équipe, de la planning stratégique, où est-ce qu'on veut aller, puis comment on veut se développer. Puis on a la beauté d'avoir la chance de pouvoir développer nos propres projets. Bien, on veut faire, je sais pas quoi, là, mais on veut faire un festival à telle place, telle affaire, il y a une opportunité qui est là. Allons-y. Ouais. C'est aussi simple que ça. Là. Puis, je pense qu'il y a comme de quoi dans les dernières années que j'ai vu, puis ça me tentait de vous lancer là-dessus. Trouvez-vous qu'il y a comme un changement au niveau des petits festivals, justement de région? Vous en avez abordé un peu, mais sentez-vous qu'il y a comme une optimisation à faire à ce niveau des plus petits festivals-là, puis votre rôle que vous pouvez avoir là-dessus, comment vous pouvez agir? Clairement. Mais tu sais, vas-y, veux-y aller, Ben, vas-y, en premier. En fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'avec la pandémie, tout a changé. Ouais. Tu sais, avant ça, je donne un exemple très concret, là, entre autres sur les prix. Avant ça, faire descendre juste un camion d'équipement technique à Bécomo, ça coûtait à peu près 2600$ pour un festival. Ça m'en coûte 6500$ aujourd'hui. Fait que les petits festivals, ça c'est un exemple, là, c'est juste le transport technique. Là. Les artistes coûtent plus cher, tout coûte plus cher. Fait que là, comment tu fais pour être capable de continuer à faire ça? Puis la main-d'œuvre aussi qui est difficile à aller chercher, tant payé que bénévole, là, dans le sens que les deux, c'est difficile. Fait que c'est là qu'on arrive avec une option, une stratégie de dire, bien, au lieu d'engager une personne qui gère ton événement, bien, nous, engage-nous pour le même prix, mais tu as l'équipe. Ouais. Dans le sens que tu as une synergie d'équipe. Fait qu'on arrive avec une force puis qui a permis, mine de rien, à des projets comme par exemple le festival avec lequel on travaille à Bécomo, le Festival au Grand Air, bien, de plus que doubler dans les dernières années, en termes d'achalandage puis en termes de budget, d'amener ça à un autre niveau. Puis on est fiers de ça. Puis le client aussi est fier de ça. C'est son festival. C'est pas le mien, mais c'est un peu le nôtre parce qu'on a tellement nos projets à cœur qu'on est impliqué puis on l'aime. Ouais. On veut que ça continue. T'sais. Mais je pense que c'est beaucoup ça qui a changé. Je sais pas si... Oui, mais tu sais, tout a grossi. Les gens, tu sais, il y a les grands joueurs dans les festivals au Québec, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de festivals en région qui veulent se donner le droit de rêver puis d'avoir une programmation digne d'artistes internationaux. Mais ça vient aussi avec des défis qui ont peut-être pas réalisés. Puis nous, c'est ça qu'on a réalisé aussi en le faisant. Tu sais, on parlait de Charlotte Cardin, mais il n'y avait jamais eu un tour bus qui a été reculé en arrière de la scène. Tu sais. Ça vient tout avec ça. Ça vient avec des nouvelles stratégies. Tu
sais, les clôtures, les bénévoles, la sécurité, c'est beaucoup d'enjeux qu'il faut penser en organisation d'événements. Puis, tu sais, main-d'œuvre et tout, c'est sûr, c'est des enjeux qui viennent avec. C'est bon. Fait que ça reste dans votre vision d'être un acteur de changement pour ces festivals. Vraiment. à C'est fait. quelque chose qu'on aime, je pense. Je trouve que C'est des une belle beaux mandats vision. 360. Puis, à tous les niveaux, là, tu sais, un festival, c'est un exemple. Les Jeux du commerce, Ouais. là, c'est un autre exemple. Tu sais, quand j'ai commencé à travailler, à m'impliquer avec les Jeux en 2016, 2017, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Mais tu sais, je suis fier, moi, d'amener de l'aide. Puis il n'y a pas juste moi là-dedans, il y a tous les comités qui se sont succédés un après l'autre, mais d'amener notre petit plus, comment on peut faire pour amener un événement à un niveau supérieur. Mhm. Bien, c'est sûr que le client après est content, mais nous aussi, on est content au Oui. final de dire hey, c'est hot qu'on On a réussit fait ça. à faire ça. Mais moi, je trouve ça hot, puis je veux faire un clin d'œil au Jeu du commerce. Là, tu sais, l'année passée, c'était au Centre Bell. Ouais. Là, tu sais, je me demandais comment ils vont faire pour Oui. top ça. Puis honnêtement, le rendu était exceptionnel parce Incroyable. que cette année, en passant, c'était à Québec, en fait. Ouais. On peut pas aller au Centre Bell quand t'es à Québec, là. Non. Mais honnêtement, le rendu était exceptionnel. Puis il n'y a Mais pas ça, eu c'est de, le plus- il y a c'est pas eu de le- clash là, entre les deux. Là. Ça a été super le fun. Puis Ça, a c'est le été plus grand extraordinaire. défi. Tu sais, après un show, après Ouais. un projet, on dit Comment top ça? hey, comment on va C'est faire ça. pour que ce soit plus hot que ça? Tu sais. Parce que ceux qui participent, ça lève les attentes. Tu sais, c'est ça, que ça soit un festival, un spectacle, si tu as eu un artiste international, tu peux pas après nécessairement redescendre. T'es Un pogné. événement, si tu as Ben, offert, c'est ça. tu sais, si t'as offert 100 tu peux pas aller à 90 après. Là. Ça. C'est comme... C'est un couteau à double tranchant, mais en même temps, il faut dire que tu prends plus d'expérience, tu amènes Oui. différentes options, tu amènes différentes affaires, puis ça croît par la force des choses C'est ça. aussi. Fait que Exact. ça. Super. On est rendu à notre segment commandité par Gourou. Dans le fond, c'est 2 petites questions. On essaie de répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez élargir un peu, élaborer votre stressant. réponse. Mais honnêtement, c'est juste qu'on va avoir des réponses le plus spontanées possible. OK. Fait que je te laisse. Bon, Seb. c'est Ben, c'est une question chacun ou. Ouais, une pour Simon puis une pour Béa. OK. OK. Fait que la première pour Simon, c'est quel est le moment le plus marquant de l'histoire d'Embargo? Le moment le plus marquant, c'est, selon moi, puis je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est quand on a vraiment été reconnu comme un fournisseur technique officiel sur la côte. Ben, j'aurais pu te nommer 14 moments, là, mais le premier qui me vient en tête, qu'on est devenu un fournisseur technique officiel sur la Côte-Nord, c'était le 75e anniversaire de la ville de Bécomo. On n'avait pas eu le mandat technique du premier événement, donc l'événement d'ouverture. Puis nous, on a décidé de prendre des photos de cet événement-là, de prendre des notes, d'aller rencontrer le client à ses bureaux puis dire écoutez, voici ce que vous avez fait, voici ce qu'on aurait fait différemment. Un peu coquille à 17 ans. Puis on a dit ben voici qu'est-ce qu'on aurait fait pour le prochain mandat. Puis on a eu le prochain mandat. Wow. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment été reconnu comme un fournisseur événementiel d'envergure. Ouais. Super. Béa, à ton tour. As-tu une routine matinale quand vous avez un gros événement qui s'en vient? Oh Seigneur! Ben c'est sûr que le sommeil, hein, Ouais. tu sais, moi, souvent, je me lève le matin, mais il faut que tu partes puis que tu penses à ta journée. Parce que c'est des grosses journées. Fait que tu prends le temps de manger, un bon café, tu te prépares, je mets mes bottes à cap rose, puis c'est parti. Mais c'est pas mal ça, ma routine. Souvent en équipe, un petit arrêt Tim Hortons ou McDonald's pour un bon café, un beigne. Souvent même, on déjeune en équipe. C'est comme une Wow! routine Hey, de... c'est le fun, ça. Oui, souvent, mettons, je pense on faisait la fête nationale à Drummondville. Ben, à chaque matin, tu te lèves peut-être un Avant peu plus l'événement. tôt, mais à 7h15, on est dans le lobby, on va manger pendant 45 minutes, puis après, on va tout à l'événement. Puis ça commence bien la journée. Tu sais, veux pas, on parle informellement de OK, aujourd'hui, on a la livraison de ci, ça, il faut faire ça. Puis ça commence bien la journée, c'est comme un petit kick-off, Certainement. puis on se rend tout à l'événement ensemble. Puis j'en rajouterais même une pour Simon, en fait. Ah oui, tabarnak. Hey, t'es Fait que t'es chanceux. Ouais. Y a-tu une chose que tu dirais, je ferais différemment en regardant derrière, en te lançant dans l'événementiel? Y a-tu des choses que tu te dis, ça, c'est le genre de truc que si je me repartirais, je ferais attention? Hein, la bonne question. Ouais. Mais sais-tu quoi? Ça va être tellement cliché ce que je Vas-y. vais dire, mais non. Non? Parce que on est où est-ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on a pris les décisions au fur et à mesure. Je ne suis jamais levé un matin en disant hey, c'est aujourd'hui que je lance mon entreprise. C'est pas de même que ça s'est passé. Là, tu sais. Puis ça a été. Puis même au-delà de ça, on en a eu des échecs. Ça n'a pas toujours été rose. Là. Je me souviens d'un show d'été qu'on a fait en Abitibi. On a perdu 70 000 $ dans ce show-là. Puis j'étais début d'université. Fait que c'est des sous, là, mais il n'y a pas un fournisseur qui n'a pas été payé. On les a tous payés parce qu'on avait la chance d'avoir un roulement qui était intéressant et d'être capable de payer tout le monde. Mais parle à l'équipe, là, qui est encore là aujourd'hui, mais qui ont participé à ce projet-là. Demande-leur un de leurs projets favoris qu'ils ont fait dans les 10 dernières années. Ils vont te dire ça, je suis à peu près certain. Ça a été un flop monumental, mais c'était un plaisir,
un apprentissage incroyable. On a eu du fun, un fun noir à aller faire ça. Puis à un moment donné, tu te dis, ben coudonc, c'est de l'argent, il va y en avoir d'autres plus tard. Mais autant les échecs que les réussites, je ferai la même chose. Et on est qui on est. Je suis qui je suis aujourd'hui parce qu'on a passé par ces étapes-là. Tu sais, je suis fier de faire de la télé à Montréal. Mais tu me demandes aujourd'hui, est-ce que tu recommences ton parcours télé, est-ce que tu recommences en région? Certainement. C'est de l'apprentissage incroyable, t'apprends. Puis quand tu arrives dans les grandes ligues, là, que ce soit en événementiel, en spectacle ou à la télé, ben tu es prêt pour ça. Tu as fait tes erreurs. J'en fais encore, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il faut toujours avoir l'air en contrôle dans les événements puis que tout se passe bien. That's it. Super. Honnêtement, on aurait pu parler, je pense, pendant encore 2 heures de temps. Déjà fini? mais honnêtement, je vous remercie vraiment, Simon et Béatrice, le groupe Embargo, d'être venus sur le podcast. Où qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux, tout ça? Voulez-vous... Ça, c'est Béa, ça. Vas-y, Béa. C'est ton volet, ça. Oui, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, c'est souvent groupe embargo, groupe.embargo. Mais je vous invite aussi à nous suivre. Personnellement? Oui, Simon Philbert sur LinkedIn. Puis moi, Béatrice Moisan-Montigny sur LinkedIn. On est très actifs. Ouais, puis les gens nous écrivent, puis souvent sont comme surpris que je leur réponde. Ben oui, ça me fait plaisir de répondre aux gens là. C'est toujours bien apprécié. Sinon, pour le Démarque, sur notre Instagram, sur notre Facebook, sur notre LinkedIn. Puis, si vous voulez justement nous voir le Démarque et le groupe Embargo, ben le So You Think You Can Pitch, le 14 février, s'en vient. Donc, prends ton billet, puis on se voit là. Puis bravo de faire ça. C'est vraiment hot. Ça permet de démystifier bien des trucs. Puis, certainement. je lève mon chapeau à vous autres, puis tout le comité. Bravo. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. À toi aussi. Bye bye.